Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis. Sur cette première vidéo, on va parler de malbouffe. Faut-il interdire les pubs de malbouffe en France? Eh ben vous allez voir que sur RMC, on nous explique que si t'es pas capable de résister aux pubs de malbouffe, c'est que t'es qu'une boule qui a pas de cerveau. La responsabilité de l'État pour ce sujet-là, on s'en tartine l'oignon. Ce qu'on va nous expliquer, c'est qu'il faut arrêter les interdictions et arrêter de nous faire chier avec vos histoires de malbouffe. Mais avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous pour la visibilité de la chaîne les amis. Likez-moi un maximum cette vidéo. On dit c'est terminé. Il n'y a plus de malbouffe, on retire ça de la vente. À partir du moment où c'est autorisé, qu'on arrête un petit peu sans arrêt là, je te prends par la main, responsabilité des gens, des parents, la publicité, il n'y a pas à l'interdire. Tu te démerdes, si t'es pas foutu de résister à de la publicité, si t'es assez débile pour te faire gangréner le cerveau en croyant réellement que tu manges de la super viande de bœuf quand tu manges à McDo et que tout est formidable et que ça fait pas grossir, eh ben tu te démerdes. Parce qu'à un moment dans la vie, ça suffit l'assistanat mental en permanence sur tout. Parce que si tu vas par là, la pub pour McDo et tout, elle finance plein d'autres choses aussi. Par exemple, McDo, c'est par exemple un des plus gros sponsors de la Ligue 1 cette année. C'est la fondation des parents, c'est McDo qui fait des ce sera moins d'oseille déjà que la LFP et la Ligue 1 n'ont plus beaucoup de thunes, mais ce sera encore moins parce qu'ils ont signé un gros contrat. Donc bon. C'est un moment qu'on arrête avec ces interdictions en permanence et l'assistanat mental. Eh ben tu l'emmènes pas. Non mais eh ben tu l'emmènes pas. Moi en fait ça me met en colère ce genre de choses là. Oui. Moi ça me dépasse, je supporte pas ce truc de il fait chaud, faut que tu boives, ça fait grossir, tu le manges pas, mais que chacun se démerde, que chacun gère sa vie, qu'on arrête sans arrêt de vouloir prendre les gens par la main pour leur dire ce qu'ils doivent faire. La liberté, stop quoi à un moment. Eh oui les amis, la liberté stop quand même. Si tu manges de la merde et t'attrapes un cancer, ça sera pas de la faute du gouvernement. Et encore moins des publicités qui vous mentent pour acheter cette merde. Et là les amis, on va se tourner sur l'affaire Betaram. Avec le Premier ministre qui a entièrement basé ses réponses sur le fait qu'il était le principal victime. C'est pas une honte ça les amis? Après qu'il a parjuré en plein direct, en mentant à des millions de Français en direct, en expliquant qu'il ne savait rien sur l'affaire Betaram, maintenant il nous explique carrément que c'est une victime. Pas besoin de vous dire qu'il prend les Français pour des jambons. Et il a même dit que c'était peut-être grâce à lui que l'on s'était autant intéressé à cette affaire. Vous pensez bien qu'après ça, il n'y a plus rien à dire. Réaction peut-être, est-ce que vous partagez ces mots très durs prononcés par cette présidente de commission d'enquête qui parle d'un Premier ministre confus, imprécis, parfois grossier, agressif à son égard à elle, à l'égard des deux rapporteurs de la commission? Oui, on sentait que le Premier ministre avait préparé cette audition avec une seule ligne. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et il a entièrement basé ses réponses sur le fait qu'il était la victime, la principale victime. Et c'est pour ça que je suis profondément choquée par le fait que lui-même dit, on a très peu parlé des victimes. Et il a dit quelque chose que je n'arrive toujours pas à digérer, qu'au final, c'est peut-être grâce à lui qu'on s'est autant intéressé à cette affaire. Il y a eu une de Libération avant qu'il soit Premier ministre. Monsieur Bayrou, à ce moment-là, aurait pu, parce que c'était un établissement qu'il connaissait parfaitement bien, ses 3 enfants étaient scolarisés, prendre contact avec les premières victimes, se soucier de cette parole qui émergeait, la une de Libération, bien avant qu'il soit Premier ministre. Et là, j'ai trouvé ça grossier, honteux et indigne. Je sais pas, j'ai des mots encore plus durs que la présidente. Mais dites-vous bien que Emmanuel Macron a nommé cet imbécile malhonnête Premier ministre en France. C'est-à-dire à quel point il nous déteste ces personnes-là. Oui, moi je trouve que votre façon de procéder me dérange parce que je vous ai demandé les pièces à projeter, vous m'avez donné 2 pièces qui n'ont pas encore été projetées. C'est celle-là. D'accord. Pour l'instant, vous nous avez demandé de projeter des pièces que je n'ai pas vues. Écoutez, donc, pour se mettre en confiance et en concordance... Vous avez de très grands pouvoirs. J'ai le pouvoir de gérer la commission. Exiger que je veuille bien fournir des pièces à l'avance. Parce que pour l'intérêt éclatant de la démonstration, moi j'ai besoin de montrer la surprise que représente pour moi la découverte incroyable de votre malhonnêteté. La malhonnêteté de qui? La malhonnêteté de M. Vanier. Alors, en tout cas, moi, pour gérer le temps de la... Excusez-moi, oui. Je vais le prouver. J'ai dit que je venais avec des preuves. Il se trouve que dans le dossier, dans les 3 communications écrites qui ont été publiées par BFM, quelque chose comme ça, dans les 3 communications écrites, la réponse à cette question est présente. Et comme vous l'avez lu, à coup sûr,
puisque vous êtes passionné pour cette affaire, comme vous l'avez lu à coup sûr, tout le reste est donc manipulation. Alors je voudrais qu'on projette cette pièce, ou en tout cas... On va la projeter, mais par contre, dans ma commission, j'aime avoir des débats sereins. Et donc je pense que le travail du rapporteur jusque-là... Écoutez, moi je n'ai, je pense, jamais dépassé des propos que je dois absolument dire ou ne pas dire. Et je trouve que vous allez très loin quand vous parlez de malhonnêteté. Vous avez le droit de le faire, mais le travail des rapporteurs est un travail de longue haleine, un travail sérieux, un travail appliqué. En tout cas, pendant la commission... Madame, excusez-moi, votre formule, je vous le dis gentiment, prenez pas ça mal, dans ma commission, c'est pas votre commission. La préside, mais un président, il dit pas dans mon assemblée. Bien, allez-y, nous allons dépassionner la discussion. Oui, c'est mieux. Et je vous demande de projeter, je vous en prie. Et donc voilà. Les amis, on va se tourner avec le député de la France Insoumise, David Guiraud, qui va mettre en PLS le gouvernement sur la priorité des quartiers populaires. Des quartiers délaissés, insultés, précarisés, des logements, emploi, éducation, laissés à l'abandon. Il explique ensuite que la porte-parole de l'État perd toute sa crédibilité quand le gouvernement n'arrive pas à remplir ses propres objectifs. Bref les amis, heureusement qu'on a la France Insoumise pour soutenir ceux qui en ont le moins dans ce pays. Commencer évidemment par le plus urgent s'agissant de mon rapport spécial, je parle bien évidemment du programme 147, c'est-à-dire de la politique de la ville. D'abord sur le constat, rarement les Français résidant dans les quartiers classés comme politique de la ville n'ont connu autant de difficultés, de discours politiques aussi violents, mais aussi de politiques subies et publiques aussi peu soucieuses de leur bien-être. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls, je pense évidemment aux Français qui habitent dans les zones rurales, qui connaissent bien des difficultés. Quoi qu'il en soit, dans les quartiers populaires, le malaise, la souffrance sont énormes, les taux de chômage et de précarité sont immenses, le logement reste très dégradé et l'accès aux services publics de droit commun devient si difficile, et c'est l'élu de Roubaix, ville la plus durement touchée par la pauvreté en France hexagonale, qui vous parle. Face à ce constat d'urgence, qu'avez-vous fait? Que faites-vous pour la politique de la ville? Vous diminuez les crédits budgétaires de 18% en cours d'année, soit 100 millions d'euros en moins, et ce évidemment sans se soumettre au vote de notre Assemblée. C'est un signe de double mépris pour moi, vis-à-vis des habitants des quartiers populaires de la ville d'abord, et vis-à-vis de leurs élus ensuite. L'année 2024 avait pourtant pas trop mal débuté, il faut le dire, avec la mise à jour de la cartographie prioritaire et le renouvellement des nouveaux contrats de ville. Mais ça sera tout. Ça sera tout parce qu'avec ces baisses, vous revenez sur les propres objectifs du gouvernement et donc vous diminuez la crédibilité de la parole du gouvernement. Les cités éducatives, par exemple, que vous avez données comme priorité, ne seront plus généralisées à tous les quartiers politiques, à tous les quartiers prioritaires de la ville, alors que c'était une ambition du gouvernement. Les crédits dédiés aux adultes relais, dont vous avez parlé, Madame la Ministre, sont effectivement en diminution de 11 millions d'euros. Concrètement, ça donnera des capacités d'action en moins pour ces petits comités de quartier qui sont pourtant essentiels pour faire remonter les informations, les préoccupations, les soucis des habitants d'un quartier. Ça sera des associations culturelles ou sportives qui ne pourront plus suivre le rythme et qui devront fermer parce que vous refusez de prolonger les contrats. Je le dis parce que augmenter l'enveloppe c'est bien, mais si on ne renouvelle pas les contrats des adultes relais, ça ne sert pas à grand chose malheureusement. Vous mettez également fin au financement par une enveloppe nationale des bataillons de la prévention, une création pourtant faite sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. J'espère que vous n'aurez pas l'audace ensuite de nous dire que vous agissez pour la tranquillité publique et contre la délinquance des enfants de quartier. Madame la Ministre, quand on ne peut plus mener de projets culturels, parce que le bénévolat, ça remplit pas le frigo, quand on ne peut plus mener de projets sportifs ou de faire émerger des champions, parce qu'on est épuisé de courir partout entre son travail, sa famille, son engagement sportif, quand il n'y a plus de relais au comité de quartier pour interpeller les pouvoirs publics sur les sujets du quotidien, quand les médiateurs ont disparu, qu'est-ce qu'il reste aux habitants de quartier? Qu'est-ce qu'il reste pour leurs enfants? J'en viens à la rénovation urbaine. Sur cet enjeu pourtant essentiel, l'État est en train de faillir à sa parole ainsi qu'à sa mission. Nous arrivons au terme de l'ANRU 2 et vous avez entièrement annulé l'enveloppe de 50 millions d'euros dans la loi de finances et pire, vous avez ramené la dotation pour 2025 à 0 €. Pour rappel, depuis le début de l'ANRU 2, l'État est censé mettre 1,2 milliard d'euros sur la table en plus de 10 ans de financement sur une enveloppe totale de 12 milliards d'euros. L'État est donc très minoritaire en réalité dans le financement de la rénovation urbaine. Il contribue à seulement 10% de cette rénovation urbaine puisque Action Logement met 8,4 milliards d'euros et les bailleurs sociaux 2,4 milliards d'euros. Mais même ces 10% de participation, vous n'êtes pas capable de les assumer alors que l'État s'est engagé à le faire. Et il s'est engagé à le faire pas uniquement envers Action Logement ou les bailleurs en soi comme institution, mais surtout envers ceux qui derrière financent ces dispositifs. Action Logement, c'est les entreprises de plus de 50 salariés qui les financent. C'est envers eux que les engagements ne sont pas honorés. Envers les salariés de la boîte. Les bailleurs sociaux,
c'est les revenus des locataires qui les financent. C'est envers eux que les engagements ne sont pas honorés. Dans ces conditions, la parole de l'État, la parole du gouvernement ne vaut rien s'il est incapable d'honorer ses engagements. Et le pire, c'est que le retrait de ces financements met en danger la trésorerie de l'ANRU qui ne va pas bien, qui n'ira pas bien dans les années à venir. Et c'est donc des chantiers qui seront mis à l'arrêt. Ma question elle est simple, comment allez-vous rattraper les retards consternants à la matière? Et je passe évidemment sur le manque criant de créativité pour inclure des habitants concernés par la rénovation urbaine, car vous le savez, il y a des opérations aussi qui se font sans les habitants et même parfois contre les habitants. Vous avez parlé du comité interministériel des villes. Et bien évidemment, tout ça se cumule avec un manque de dialogue, puisque le comité interministériel des villes, on n'en voit toujours pas la couleur. Ça fait 2 fois qu'il est repoussé. Quand allez-vous enfin tenir ce comité? Et on va se retourner sur François Bayrou, les amis. Tout est complètement surréaliste dans cette audition. C'est une caricature de lui-même dans ce qui est le pire. Je voudrais juste revenir à ma question initiale. Et ma question de départ, Monsieur le Premier ministre, elle est précise, elle est factuelle. Nous avons préparé notre audition, Monsieur le Premier ministre, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Il en reste un grand nombre. Vous prenez évidemment toute liberté, vous faites le choix de très longues digressions. Vous nous lisez des extraits d'audition auxquels nous avons déjà assisté, mais cette très longue digression ne répond pas à la question que je vous posais. Pourquoi en 1995, en janvier quand elle vous saisit par écrit, en mars quand elle vous saisit oralement, à cette époque-là, Madame Gulung n'a pas encore déposé devant notre commission d'enquête. Donc vous n'avez pas connaissance de tout ce que vous nous avez évoqué là, qui sont relatives à des questions de mutation qui me paraissent très éloignées du cœur du sujet. Pourquoi en janvier, en mars, ne vous saisissez-vous pas des alertes que Madame Gulung vous transmet pour engager une série d'actions? Vous êtes à l'époque ministre de l'Éducation nationale, pour veiller à la sécurité des élèves de Betaram. Monsieur Vanier, je vois bien la stratégie un peu pauvre que vous utilisez. Je vois bien que vous voulez éviter cette question, mais vous ne l'éviterez pas. Il se trouve, moi j'ai autant de temps qu'il faut devant cette commission, et madame, je ne ris pas. Ce qui est en jeu, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour moi. Et depuis 4 mois, je suis quotidiennement sali, je suis quotidiennement diffamé avec des affirmations qui reposent en grande partie sur le témoignage de cette dame, contre laquelle je n'ai rien, je n'ai jamais rencontré, ou si, une fois peut-être, elle est venue me dire bonjour, comme elle le dit dans cette rencontre. Et là les amis, on va se tourner sur Cyril Hanouna, qui va cracher sur qui? Emmanuel Macron sur TF1, en expliquant, on fait 3h30 d'émission, de 20h à 23h30, pour ne rien annoncer, pour ne rien dire, juste pour se satisfaire du bilan des 8 dernières années. La question qu'on va se poser, pourquoi cet énergumène, je rappelle quand même qu'a déjà soufflé dans le cul d'un chien, s'attaque à Emmanuel Macron maintenant? Posez-vous la question pourquoi les amis quand même. L'Élysée a fait courir le bruit dans les rédactions de Paris. Il va faire des annonces sur les référendums, écran, fin de vie, où il a dit si le Parlement ne légifère pas, mais il n'a pas annoncé un référendum concret en disant 1er septembre, vous avez un référendum sur, même si c'est sur les écrans ou sur la réforme territoriale. Donc il n'a rien annoncé. L'annonce, c'est qu'il n'y a pas d'annonce. C'est quand même fascinant. On fait 3h30 d'émission. Ça a duré 3h30, de 20h à 23h30, pour ne rien annoncer, pour ne rien dire, juste pour se satisfaire du bilan des 8 dernières années. Il est satisfait du bilan des 8 dernières années et il peut aller devant les Français en disant « je me suis battu pour remettre la sécurité partout ». C'est ça, et apparaître d'une faiblesse absolue face à l'Algérie notamment, et d'une fermeté totale face à Benyamin Netanyahou, en refusant par exemple de dire il n'y a pas de génocide à Gaza, en disant je laisse les historiens juger. Et donc maintenant il y a Benyamin Netanyahou qui a déclaré qu'il faisait le jeu du Hamas. On est très dur avec Benyamin Netanyahou. Je note la faiblesse avec Monsieur Tebboune, et je rappelle qu'on a un otage en Algérie qui s'appelle Oualem Sansal. Donc tout ça paraissait mais tellement déconnecté, tellement, vraiment le mot c'est impuissant. Quand il a dit Agnès Vernier-Molinier je ne peux rien faire, c'est le Parlement, mais dans ces cas-là... Avant de finir cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les tipeurs. 8 tipeurs participent actuellement à soutenir la chaîne. Je remercie Saycook, je remercie Farida Azouk, je remercie Charlie, je remercie Néo, je remercie Framboise, Pascal, Franklin Dill et Philippe. Merci à vous 8, ça fait extrêmement plaisir du soutien. Et pour tous ceux qui veulent participer au soutien de la chaîne, mon Tipeee est dans la description. Merci à tous.